Bonsoir. Oui, ça marche. Bonsoir, oui, c'est ça. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Collège de France pour cette deuxième soirée du cycle organisé en partenariat avec la Philharmonie de Paris. La dernière fois, vous vous rappelez, enfin pour celles et ceux qui étaient là, eh bien nous recevions, nous parlions des publics de la musique, de la manière d'écouter la musique, et nous avons pensé que quand même peut-être la meilleure entrée en matière, c'était vraiment de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la musique elle-même, avec un compositeur d'exception, très connu, français, contemporain, Thierry Esquèche, que tout le monde connaît ici, organiste à Notre-Dame, compositeur, membre de l'Académie des Beaux-Arts, professeur au conservatoire également, mais Chloé Cambrelin, qui est ici, et que j'ai le plaisir aussi de présenter, qui était déjà là la dernière fois, qui est conseillère de programmation à la Philharmonie de Paris et journaliste également, présentera et animera la soirée avec Thierry Esquèche. Donc, bienvenue à vous, Chloé, et à Thierry Esquèche qui va rentrer. Et je vous cède tout de suite la parole. Et bonne séance de musique et bonne écoute. Voilà. Merci beaucoup William Marx et merci de nouveau au Collège de France et à ses équipes pour cette invitation et ce travail commun qui permet à la Philharmonie de Paris de souligner qu'elle est un lieu de création et de pratique, mais aussi de savoir et de partage, et qui réaffirme le rapport ancien du Collège de France à la musique. Bien sûr, Pierre Boulez a été professeur ici de 1978 à 1995. D'autres compositeurs ont proposé des enseignements dans cet amphithéâtre, Philippe Manoury, Pascal Dussapin notamment. Et lorsque nous avons programmé ensemble les 6 rencontres de ce cycle, il nous a semblé évident que Thierry Esquèche devait y avoir sa place. Il est en effet, comme vous le savez, l'un des plus grands compositeurs français d'aujourd'hui. Ses œuvres sont jouées dans bien des endroits du monde et notamment, bien sûr, à la Philharmonie régulièrement. Il est aussi, en effet, un organiste d'exception, co-titulaire des grandes orgues de Notre-Dame de Paris, membre de l'Académie des Beaux-Arts, professeur d'écriture et d'improvisation au Conservatoire de Paris, puisque l'improvisation est également l'un de ses talents. Pour ce soir donc, nous lui avons proposé ce thème composé aujourd'hui sous la forme d'une masterclass entre le micro et le piano pour nous aider à comprendre l'acte de création qui est le travail de composition. Merci à lui vraiment d'avoir accepté. Avant de lui céder la place et la parole, je vous invite bien sûr à vous rendre plus tard ensuite sur le site du Collège de France pour avoir le programme complet de ce cycle qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois de mars en compagnie d'artistes et de professeurs. On retrouvera notamment William Marx, qui est le professeur référent de ce cycle. Le prochain rendez-vous après celui de ce soir sera le 13 janvier avec Pascal Dussapin, Nithya Jones et Carlo Ossola. Mais tout de suite donc, Thierry Esquèche. Merci à vous. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc on m'a souhaité que je fasse une conférence masterclass, donc c'est quelque chose d'assez hybride. Je ne vais pas me livrer à un tableau exhaustif, ne vous inquiétez pas, de tous les courants de musique contemporaine, en vous les définissant. Je ne suis pas musicologue et beaucoup feront ça bien mieux que moi. Mais même celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas forcément habitués à la musique d'aujourd'hui, certains peut-être dans la salle, vous avez certainement entendu parler de ces termes tonal, modal, spectral, minimaliste, post-sériel, néotonal, néo-sériel. Enfin, on peut comme ça on peut aller à l'infini. Mais moi, voilà, je ne vais pas vous les définir parce que souvent c'est abscon et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis surtout, ça ne témoignerait pas de la vitalité de ces courants qui, au bout du compte, une fois qu'ils sont nés, ils évoluent, ils changent, ils sont intégrés à d'autres choses. Donc en fait, voilà, la création, elle est vivante. Et ce qui va plutôt m'intéresser aujourd'hui, c'est que nous fassions
ensemble une sorte de plongée dans un atelier de composition. Donc aujourd'hui, c'est un peu le mien. Donc on va plonger un peu, être avec moi, à côté de mon piano, de mon synthétiseur, ça dépend des fois, mais là ça sera un piano. Et puis voir un peu quels sont les questionnements qui se posent lorsqu'on commence une pièce, lorsqu'on la développe. Ces questionnements, ils sont formels, ils sont mélodiques, ils sont rythmiques, ils sont timbriques. Et tous ces choix, évidemment, ils sont destinés à rendre l'idée principale, l'idée poétique que le compositeur veut donner. Et donc, il va falloir qu'il rende cette idée une idée émotionnelle, une impulsion, des pulsions, si je peux dire, il va falloir les transcrire. Et tout le métier du compositeur, ça va être de trouver les bons moyens pour les transcrire, ces idées. Alors, on peut dire cela avec un peu d'emphase, comme Nietzsche, on peut dire donner forme à son chaos intérieur, enfin, avant que ça devienne en général un mantra de développement personnel. On peut aussi dire de façon plus simple, comme Paul Cézanne, qu'il s'agit tout simplement de mettre en ordre ses sensations. Mais il est certain que là où on entre vraiment dans le cœur du travail créatif, c'est mettre en adéquation l'idée génératrice d'une œuvre et les moyens extérieurs de lui donner vie. Alors, bien entendu, n'attendez pas de moi une version évidemment complètement impartiale, une version objective, dépersonnalisée, une sorte d'enseignement un petit peu lointain. Non, j'ai une histoire, ce langage musical, il est ancré depuis que je suis tout petit. J'ai moi-même des mécanismes, même des pulsions énergétiques qui vont apparaître d'une certaine manière. La musique, c'est ça, c'est des transmissions d'énergie que j'essaie de vous transmettre, que j'essaie de transmettre aux étudiants. Par contre, bien entendu, ce qui est intéressant, c'est que d'autres personnalités, ne serait-ce que le mois prochain, je crois, comme Pascal Dussapin, Elsa-Pekka Salonen, viendront et ils vous diront, pas forcément le contraire, mais par contre, ils vous diront leur optique. Vous aurez une approche évidemment un peu différente et c'est la richesse de l'ensemble de ces approches qui va être intéressante dans ce cycle qui est développé par la Philharmonie. Alors, comme vous ne pouvez pas vous plonger dans mon cerveau, et heureusement pour vous d'ailleurs, j'échangerai surtout au piano, parce qu'un compositeur, de toute façon, je vais être au piano, mais sachez que souvent, l'essentiel se fait mentalement, on vit avec une œuvre, dans tout ce qu'on fait dans la vie, les voyages et autres. Une œuvre, elle se construit progressivement, et on disait, je crois que Mozart disait voilà, qu'il a déjà écrit son opéra, il est mentalement écrit, il n'y a plus que quelques heures, quelques jours pour le mettre. Bon, évidemment, je comprends ça, puisque c'est un peu le cas de tous les compositeurs, on ne commence pas une œuvre forcément au piano, on vit avec, on gomme d'une certaine manière mentalement, parce qu'une œuvre, on va se la représenter, et donc on va dire, voilà, là c'est trop long, c'est trop court, là je sens cette harmonie, puis on va abandonner les choses. Donc avant même de se mettre au clavier ou à la table de travail, l'œuvre, elle est en nous, et c'est que progressivement qu'elle prend forme. Mais là, j'ai un piano, effectivement, je n'ai pas de bureau de travail, je ne suis pas complètement tout seul, donc nous allons faire ça ensemble. Alors j'ai demandé, je voulais vous demander d'ailleurs des notes simplement, mais c'était un peu compliqué à organiser parce qu'il fallait les écrire. Donc j'ai envoyé hier des notes que j'ai un peu jetées presque par hasard sur le papier à Chloé et qui va nous les afficher. Et je vais aller moi me rendre au piano. Déjà vous les jouez. Voilà, c'est clairement ni du Mozart, ni du Beethoven, ni du Chopin. Ce sont des notes, pas complètement aléatoires, mais presque d'une certaine manière. Et justement, c'est ça qui m'intéressait, c'est de ne pas forcément prendre un thème connu ou je ne sais quelle idée, c'est de prendre des notes et d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire, comment on peut construire quelque chose à partir de ça. Alors, on peut considérer que ce que je viens de vous faire là, je peux lui donner une logique de phrase. Ça peut être une sorte de motif. Si je lui donne un rythme, par exemple, si je répète certaines parties, par exemple, je répète maintenant, je vais prendre la même chose.
J'ai répété la fin de la mélodie, je l'ai emmenée vers une sorte de sommet de cette arche, et je la fais redescendre, par exemple, en imitant le début de cette mélodie. Donc là, voilà, j'ai pris une phrase que j'ai développée, et le problème, en fait, qui va être pour nous, compositeurs, c'est de vous amener à comprendre un peu les codes, donc que vous sentiez que, par exemple, quand je fais... que c'est la même chose qui est transposée, qui est portée, qui est éventuellement étendue. D'une certaine manière, ça, c'est quelque chose qu'on a, c'est pas quelque chose de spécialement contemporain, c'est quelque chose que vous pouvez avoir depuis la nuit des temps en musique, le fait de prendre un élément mélodique, de le distordre, de le changer. Il faut juste que justement nous arrivions à parler ensemble, que j'arrive à vous faire comprendre l'objet de mon travail. Alors je peux aussi, là j'ai pris ça comme mélodie, mais je peux aussi me dire, c'est un peu le cas quand j'étais élève au conservatoire d'ailleurs, c'était la grande époque de la fin des années 80, début des années 90, et là on aurait dit, bon ben voilà, c'est un réservoir de notes. Bon, le terme est horrible, je suis d'accord, je le confirme. Et on se dit dans ce cas, on va utiliser ça dans diverses possibilités, on va utiliser des agrégats harmoniques tirés de ça. Après, c'est une autre conception. Et puis, il y a une conception, on va dire, modale, parce que tout simplement, la musique, à la base, depuis la Grèce antique, depuis le chant grégorien, depuis les musiques de l'Inde, depuis aussi bien la musique de Maurice Duruflé que de Josquin-des-Prés, tout ça, en général, est de la musique modale. C'est-à-dire on prend une échelle qui a sa propre couleur, qui est différente d'une autre, qui est là, par exemple, un mode, ce qu'on appelle le mode dorien, qui est différent du mode... En sachant que chacun de ces modes va avoir une couleur particulière. Quand vous utilisez ce mode-là, ou des modes qui commencent de cette façon avec un demi-ton, souvent ils symbolisent quelque chose d'un peu plus sombre. Et vous avez par exemple en Inde, alors les modes indiens ne sont pas forcément en demi-ton, ils incluent des quarts de ton, mais là je trouve que j'ai un instrument qui est, lui, divisé en demi-ton. Mais en tout cas, les couleurs de mode, par exemple, vous avez des modes pour... le lever du soleil, moi j'ai déjà improvisé avec des musiciens indiens, et donc vous avez les modes par rapport au temps, par rapport à l'espace, par rapport à la fonctionnalité de ce que vous voulez dire, vous avez des modes. Et donc ça je pense que c'est quelque chose qui est inhérent à la musique, c'est quelque chose qui commence, la musique commence comme ça, et je pense qu'elle finira d'une certaine manière comme ça. Et on voit maintenant, d'ailleurs, après les épopées qu'il y a pu avoir, les évolutions qu'il y a pu avoir dans les siècles précédents, et surtout au deuxième partie du XXe siècle, énormément de compositeurs ont réinjecté cette conscience modale dans la musique pour justement pouvoir vous amener, par exemple, dans des modulations de couleurs. Par exemple, si je me dis ce motif-là, je prends les 4 premières notes, je fais un mode avec. Et je vais exposer une couleur particulière. Maintenant, j'ai une proposition d'autres notes qui interviennent après. Un ré bémol. Je vais inclure dans ce mode, je vais changer un peu les hauteurs. Et donc, je vais introduire une autre couleur. Donc, je vais passer de la couleur du début et je reviens à l'autre. Et donc voilà, là je peux effectivement, par ces changements que j'appellerais des changements qu'on appelle comme musicien des changements de couleurs sonores, vous amener dans un parcours. Et on a par exemple un compositeur qui peut toujours nous influencer, et nous et aussi la jeune génération des compositeurs, c'est Olivier Messiaen qui a
qui est revenu vraiment à une écriture modale, et qui a composé un certain nombre de modes qui sont issus des modes anciens, mais qu'il a, d'une certaine manière, réaménagé avec ses propres besoins. Par exemple, au début, certains d'entre vous, vous connaissez certainement l'Ascension d'Olivier Messiaen, cette pièce d'orchestre, qui est en même temps une pièce d'orgue, pour orgue. Et les Alléluia sereins, le deuxième mouvement, par exemple, est un superbe mouvement qui a une mélodie très libre. Là aussi, il remet vraiment au centre la mélodie. Elle ouvre la pièce comme ça, alors orchestrée mais à l'unisson, tout l'orchestre, une partie de l'orchestre, les vents la jouent à l'unisson, ou l'orgue le joue sur un cornet, et donc une mélodie pure. Mais vous voyez qu'elle est... Donc là, il a composé pour ça un mode qui effectivement... et qui va lui donner aussi des harmonies... tout un caractère harmonique qui ne serait pas la même chose, c'était en mode majeur, en mode mineur, sur un mode de rien. Il a un mode véritablement spécifique. Et là aussi, une dernière chose là-dessus, la mélodie, c'est une phrase libre, et Dieu sait qu'en musique française, je pense qu'il y a une chose qui caractérise d'ailleurs, sans aller sur le côté national des écoles, mais c'est vrai qu'il y a une touche française dans la recherche de la couleur sonore, et notamment dans la liberté de la mélodie. Peut-être il y a cette base grégorienne qui est importante, et quand vous avez effectivement une mélodie qui est... Et donc cette liberté mélodique, cette espèce de binaire, ternaire, cette espèce de danse entre des mouvements un peu ternaires, binaires, restera toujours une caractéristique de beaucoup de compositeurs, une liberté de la musique, mais aussi bien de Couperin, avec des préludes non mesurés, que des grands récits de Grigny ou de Rameau, que la liberté mélodique de Berlioz. Je pense qu'on retrouvera ça dans énormément de musique. Quand Ravel compose le mouvement lent de son concerto pour piano, il retrouve une liberté, une structure de mélodie qui se renouvelle tout le temps, qui ne se redit pas, qui évite les symétries. Voilà. Et vraiment, je pense qu'une mélodie comme celle de Messiaen que je viens de jouer se situe dans la même mouvance. Mais en même temps, il vous remet des codes, il refait des phrases, il répète. Mais dans cette répétition, il va légèrement changer. Il va allonger ici. Et il va encore plus allonger la troisième fois. Et ralentir la mélodie. Voilà. Et plus tard, il la reprendra à varier. Voilà. Donc on peut avoir une approche comme ça, modale éventuellement, mélodique, de ce groupe d'éléments, comme je viens de vous montrer, avec des couleurs changeantes et qui sont censées vous stimuler et le contexte émotionnel dans lequel vous êtes. On peut aussi, j'ai dit tout à l'heure, réservoir de notes, ou plutôt le traiter de manière plus combinatoire. Ça a été une sorte de grande utopie du XXe siècle, qui était de s'imaginer que ce système modal, qui est devenu le système tonal, mais qui n'est en fait la tonalité n'étant qu'une extension, on a renforcé en fait ces couleurs du monde modal, on leur a donné une sorte on les a renforcées tout simplement. C'est qu'on va,
des fonctions plus claires, mais ça n'est qu'un avatar, qu'un changement du monde modal. La musique est toujours modale à la base. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de compositeurs, et à partir de l'école de Vienne, Berg, Schoenberg, Webern, et après la seconde école de Vienne, et après des compositeurs, que ce soit Boulez ou autres, sont plutôt entrés dans une notion où on avait l'utopie effectivement de recréer un système qui n'était plus effectivement assujetti à ses couleurs modales, qui n'était plus à ses fonctions tonales, parce qu'on pensait que le système tonal était, d'une certaine manière, au bout de ce qu'il pouvait dire. Et dans ce cas, effectivement, on pensait que... Je pense que on pensait cela à cause de la présence du structuralisme dans toutes les sciences sociales, par exemple, après-guerre, et qui était le fait que une structure interne, même très complexe, si elle serait de toute façon ressentie, comprise par un auditeur. Or, là, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement quelquefois mettre en doute, parce que, effectivement, on peut... D'ailleurs, moi, de ce que je vais vous montrer ici, c'est la seule chose que j'aurais décrite de toute cette soirée, mais là, je suis obligé de l'écrire, parce que c'est très difficile. Par exemple, en mode dodécaphonique, si j'utilise cette série, il est très difficile pour moi de l'improviser. Je peux l'improviser beaucoup de choses, mais pas ça. Parce que là, il faut vraiment des calculs, et peut-être une intelligence artificielle pourrait le faire, mais en tout cas, n'étant pas une intelligence artificielle, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Et en fait, quel est le problème à ce moment-là? S'il y a problème, c'est qu'on veut une abolition des hiérarchies. Donc je ne vais pas, au contraire, par rapport à ce que je dis tout à l'heure, faire des hiérarchies des couleurs, je vais plutôt dire ces notes sont égales. Et par exemple, je vais utiliser le contraire du thème. Tiens, je vais le jouer une fois, en commençant par la fin. Voilà. Et par exemple, je vais harmoniser l'un avec l'autre. Je vais le faire. Donc ça pourrait être... Alors, voilà. Et donc là, on voit que j'ai vraiment fait plusieurs fois la série dans plusieurs sens, mais il est très difficile, de mémoriser, pour moi, il n'est pas du tout facile, effectivement, de faire cela sans l'écrit. Et ce qui est peut-être dommage, d'ailleurs, c'est que ça oblige, d'une certaine manière, c'est un peu une musique de l'écrit. Et alors, l'écrit peut apporter énormément de choses. L'écrit a apporté, par rapport à une musique uniquement orale, vous imaginez énormément on peut conceptualiser, on peut superposer énormément de voix, plus peut-être qu'on peut le faire sans l'écrit, mais il y a aussi des limites. Si on va dans une trop grande complexité, le problème qui va être le nôtre, compositeur, ça va être que vous perceviez. C'est-à-dire que vous perceviez ces changements, que vous perceviez ces structures, parce que ces structures, elles ne sont pas pour exister en elles-mêmes, ces structures, elles sont pour générer quelque chose qui va générer des émotions. Donc la structure n'est pas une fin en soi, et c'est peut-être ce qui va différer d'une pensée un peu plus structuraliste. Donc ça a donné effectivement les mouvements qu'on dit dodécaphoniques progressivement et les sériels, post-sériels. Mais bien entendu, dans ces mouvements-là, ce qui fait le compositeur, c'est la manière dont on va s'emparer d'un système et dont on va prendre de la distance. Donc là, vous aurez énormément de compositeurs qui ont laissé de toute façon, malgré ce système, des pièces très fortes. Moi, j'ai été souvent subjugué par des pièces de Stockhausen, par exemple. Parce que quand la puissance d'imagination s'empare d'un système, le compositeur va justement prendre ce système, et c'est ce qu'on essaie, nous, comme professeurs, d'enseigner en composition, en écriture, en improvisation, en n'importe quoi qui est créatif, comment prendre de la distance par rapport à un système. On a un système de base, et bien, il faut essayer de le faire sonner comme on veut. Et donc des gens comme Stockhausen ont fait ça, effectivement, dans certaines pièces, très bien. Et puis, à la base, d'ailleurs, un de mes plus grands souvenirs du conservatoire, c'est quand j'ai entendu pour la première fois le conservatoire Les Moments d'un ange de Berg. Et ce qui est passionnant, c'est que c'est la musique dodécaphonique, donc dans une combinatoire qui est très proche. Mais en même temps, Berg et son histoire et son romantisme un peu post-malherien, il va faire une série de sons qui, effectivement, en elle-même, elle n'a pas vraiment de tonalité ou autre, et en même temps, quand il commence le concerto, pratiquement, il le recentre
sur des souvenirs tonaux, donc il lui redonne une certaine hiérarchie, et ça donne... Donc, bien que le système soit finalement complexe, mais à ce moment-là, il n'est encore pas trop complexe. Il est devenu vraiment, il s'est surcomplexifié après. Et là, le compositeur a pris progressivement, a perdu d'une certaine manière son manière d'agir sur le système. Et ça, voilà, je pense que donc ça a été une des directions du XXe siècle. C'est vrai, quelquefois, ça donnait des choses un petit peu qui étaient difficilement perceptibles pour un auditoire. Mais beaucoup de mouvements dès les années 80-90, comme ce qu'on appelait le mouvement spectral, qui s'intéresse plutôt à la, on va dire, ça serait difficile de décrire, mais à la nature même du son, à un son assez harmonique, et qui va travailler. Et là, on revient à une musique ressentie, une musique de la couleur sonore. Et donc, ces mouvements-là se sont emparés pour essayer de faire évoluer justement ces courants. Mais il y a eu ce besoin de réinventer à un moment une grammaire, comme si voilà, on pouvait... d'une certaine manière, trouver un nouveau langage communicable. Et en fait, là, pour le coup, c'est certain que ça n'a pas été possible. Il n'y a plus maintenant, et je pense que une grande partie de la jeune génération n'utilise pas ce type de système, de type coordinateur, en tout cas pas à ce point-là. Alors, j'en reviens à mon motif. Donc, on peut utiliser effectivement ce système de combinatoire, mais ça, on a compris que j'étais peut-être moins... apte à me lancer dans cette aventure. Et on peut tout simplement aussi dire, mais quoi faire dans ce cas, quand on est un jeune compositeur manant, qu'on a tout ce passé derrière soi? D'une certaine manière, on fait comme beaucoup de compositeurs, on fait comme Bartók, on fait comme Messiaen, justement, on fait comme Britten, on fait comme Shostakovich, en fonction de ses goûts, de ses esthétiques. C'est-à-dire, globalement, on se met dans la continuité des siècles qui ont précédé, pas forcément dans la rupture, mais dans une continuité qui peut se renouveler. Et ça, je pense que c'est important. Pour moi, le travail du compositeur, c'est intégrer ce qui s'est fait, mais intégrer vraiment en profondeur, vraiment pouvoir parler ce langage. C'est l'intégrer, c'est ce qu'on apprend, par exemple, au conservatoire, dans les conservatoires, quand on apprend à structurer par rapport à des langages anciens, qui soient de la musique de la Renaissance, de la musique du Moyen-Âge, de la musique romantique ou autre, des techniques compositionnelles, des techniques de fugue, des techniques de sonate, de passacaille, de techniques électroacoustiques. Il faut à peu près tout savoir utiliser pour pouvoir prendre un langage, le transformer, et d'une certaine manière, et le passer. Et d'une certaine manière, dans cette transformation, il est fort possible qu'il y ait des choses à prendre, et elle suscitera d'autres transformations. Je vois vraiment le compositeur comme un passeur, et non forcément comme un démiurge, c'est ce qui va me différencier de la pensée, d'une pensée du XXe siècle, qui voulait vraiment séparer le compositeur, le mettre dans une sorte de tour d'ivoire. Donc en fait, il va falloir, pour ça, que j'agisse sur vos mémoires. Donc il va falloir que vous mémorisiez des choses. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on va faire énormément référence, si vous utilisez une musique, on va dire, qui continue la tonalité, une musique modale, qui est adaptée aujourd'hui, des processus, par exemple, comme des cadences, des fameuses cadences parfaites. Évidemment, je ne veux pas forcément faire ça dans une pièce d'aujourd'hui, encore que pourquoi pas d'ailleurs. Mais en l'occurrence, quand Messiaen fait ça dans certaines de ses pièces, il va trouver des éléments qui vont être cadentiels. Qui ressemblent d'ailleurs à des cadences de jazz, qui évitent la cadence parfaite. Là, on est dans la suite d'une écriture tonale, une par Messiaen, l'une vaguement ressemblant à du jazz. Vous voyez qu'on n'est pas très loin. Et donc, en fait, on va retrouver Bartók, qui va, quelquefois, il ne sera pas dans ses esthétiques, par contre, il va dire, voilà, je vais créer une cadence, je mets deux mouvements parallèles. Créer des cadences, pareil, on va retrouver des cadences presque de musique du Moyen-Âge, musique de la...
il va retrouver ses propres formes de cadence. Donc en fait, on va transformer quelque chose, mais qui ne perdra pas complètement l'auditeur, puisque vous risquez progressivement, pour ceux qui connaissent un petit peu la culture musicale, qui connaissent un peu les œuvres de Bartók et les œuvres de Ravel, eh bien, vous allez avoir ces changements, vous allez voir comment Ravel se situe par rapport à la musique qui l'a précédé, et vous allez voir comment ceux qui se situent après Ravel, ce qu'ils ont pris et ce qu'ils ont transformé. Donc là, il y a une sorte de mémoire qui va intervenir, notamment pour les mélomanes, qui vous aidera à percevoir la singularité de chaque compositeur qui, effectivement, risque d'amener son interprétation. Par exemple, vous avez aussi des marches harmoniques dans le système ancien, si je puis dire. Vous avez, par exemple... J'ai fait une sorte de chose qui se reproduit, tout en ayant quelque chose d'évolutif, puisque je l'ai fait plus haut la deuxième fois. Mais si vous faites la même chose, et que j'utilise par exemple ces éléments, et je fais une sorte de développement, et que je veux vous faire ressentir cette puissance de la modulation, je vais utiliser quelque chose qui ne sera pas loin. Je garde là, effectivement, la principale qualité de ce que je voulais vous montrer, cette progression ascendante, mais ce ne sont pas tout à fait les mêmes notes, et ça, mais on conserve l'effet musical. Et ça, c'est possible si on emploie effectivement, ce que je ferai tout à l'heure, un langage évolutif par rapport au système tonal, modal. Mais pour autant, je pense que ce qui est intéressant pour un jeune compositeur, ce n'est pas se dire « Oh, je vais refaire la même chose ». Donc l'écueil qu'il faut éviter, c'est de se dire je vais exactement refaire, voilà, ça sonne très bien, Schumann a mis, c'est parfait, Bernstein aussi, donc je vais faire la même chose. Non, l'idée, c'est de prendre sa personnalité, de l'amener à changer le motif, et donc il y aura quelque chose qui va rester, un pourcentage de ce qui va rester, puis un pourcentage que va rajouter le compositeur. Je pense que c'est ça qui est important. Alors, ce n'est pas la même conception, effectivement, qui était développée au XXe siècle. On préférait plutôt une table rase et reconstruire. Et d'ailleurs, Pierre Boulez, qui disait souvent de Shostakovich, en tout cas à un moment, je ne pense pas qu'il le disait à la fin de sa carrière, mais je pense qu'il le disait, c'est une deuxième pression à froid de Mahler. Bon, ce qui n'était pas forcément un truc. Mais en fait, il avait raison, comme souvent Pierre Boulez d'ailleurs. Il avait totalement raison. Sauf que c'est pour ça que j'aime Shostakovich d'ailleurs. Parce que c'est une deuxième pression, si je peux dire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a transformé la musique de Mahler, qui lui en donne et qui fait sa propre interprétation. Et donc, on ne pourrait pas confondre d'ailleurs, entre parenthèses, une symphonie de Mahler et une symphonie de Shostakovich, je pense. Donc, il a trouvé son propre langage. On pourrait citer Britten, on pourrait citer dans des compositeurs plus Jean-Louis Florence, on pourrait citer Thomas Hadès. C'est-à-dire, tous ces compositeurs ont trouvé un langage qui leur est propre, tout en continuant cette histoire d'une certaine manière. Alors, maintenant, je vais... Il y a quelque chose que je n'ai pas encore évoqué et qui est pourtant, je pense, quand on commence une pièce, le projet le plus important. Je viens de vous parler d'harmonie, je vais vous parler de mode, de mélodie. C'est le projet formel, en fait. C'est où on va, et dire où on va aller, parce qu'à la fin, là, je vous regarde ce thème, je vous montre des façons de le mettre poétiquement en lumière. Mais à la fin, j'essaierai de vous faire une sorte de courte pièce de 3 minutes pour essayer de résumer un peu tout ce que j'ai dit. Alors là, évidemment, je serai obligé de l'improviser parce que je ne vais pas l'écrire devant vous, sinon il faudra qu'on reste ensemble un certain nombre de semaines. Mais par contre, je ferai une version improvisée. Et pourquoi pas d'ailleurs, n'oubliez pas que ce rapport à l'improvisation, c'est peut-être d'ailleurs ce que la jeune génération, je trouve, nous y rapporte bien. Moi, je sais qu'à mon époque, au conservatoire, quand je disais que j'improvisais, mes propres collègues et amis me regardaient avec un air non mais arrête de faire ça, c'est bon pour c'est bon pour la musique populaire, tout ça. On ne fait pas ça, on ne fait pas d'improvisation. C'est quelque chose au second degré. Voilà, c'était c'est une deuxième pression aussi de je ne sais quoi. Et ça pour le jazz tout simplement. Ah bah non, je trouve que l'improvisation est peut-être l'élément le plus qui fait naître la musique. C'est souvent d'un jaillissement improvisé qu'on va après travailler. Et de même que l'improvisation peut aider un compositeur qui va travailler sur 6 mois sur un opéra ou sur un concerto, je ne sais quoi, va pouvoir garder justement cette matière, ce jaillissement initial. L'improvisateur va peut-être
l'emmener, aider le compositeur à maintenir cette tension, cette énergie. Donc je pense qu'il ne faut pas justement séparer les deux, même si une œuvre écrite n'est pas forcément une œuvre improvisée. Et évidemment, on peut peut-être aller plus loin, on a du recul avec. Mais en tout cas, les deux choses sont liées, et à la base de la musique, c'est l'improvisation de toute façon, et je pense que peut-être qu'à la fin de la musique, ce sera aussi l'improvisation. L'écrit n'est peut-être qu'un passage, et ça, je pense qu'il faut se le dire, il faut faire mettre en garde. D'ailleurs, je mets quelquefois en garde mes propres étudiants. Voilà, l'écrit, on ne fait pas de la peinture, là, on fait de la musique. Donc, d'une certaine manière, on doit vraiment... ça n'est qu'une transition pour aller vers l'auditeur. Et tout simplement... L'architecture, je pense, est un des arts les plus proches de la musique. Yannis Xenakis, on le sait tous, avait participé, par exemple, il était architecte, il travaillait dans l'atelier Le Corbusier, et en 1958, il avait participé à l'élaboration du pavillon Philips de l'exposition universelle qui était à Bruxelles à ce moment-là. Donc je veux dire, il y a vraiment, et d'ailleurs on sent dans sa musique, on sent très bien, moi je les regardé énormément quand j'étais jeune, je les regardais comme, je pouvais vous les dessiner, je peux regarder des dessins de ce type de musique, des dessins de forme, et vous savez, quand on finit souvent une pièce, même une symphonie de Mahler, on peut vous parler de ces moments d'énergie, de ces montées, de ces moments où la pièce stagne, de ces moments où vous avez des jaillissements, des sommets. Et si vous reliez ces sommets, vous avez un édifice imaginaire. Et j'en ai parlé avec mes collègues de l'Institut, avec Paul Andreu quand il était en vie, j'en ai parlé encore avec Émeric Zoublena et tous ces excellents architectes. Et ce qui est absolument passionnant, c'est que justement, eux aussi sentent le côté musical d'une architecture. C'est justement ces fluidités de forme, et souvent certains d'ailleurs travaillent en musique, ils ont l'impression justement de suivre ces éléments formels. Donc je pense qu'effectivement la forme reste une chose centrale. Alors par exemple, on peut prendre des formes anciennes. Une des formes les plus anciennes qui se passe dans l'histoire de la musique notamment, c'est d'avoir un cantus à la basse, comme dans les pièces de Perrotin ou d'École Notre-Dame, et de faire des variations au-dessus. Donc on a, voilà... comme ça. Je pense que si beaucoup de formes, la fugue, la sonate, tout ça, sont des formes qui ont eu une histoire et qui ne sont plus forcément utilisables, en tout cas, chaque époque a amené ses propres formes, la passacaille, chaconne ou toutes ces formes de cantus, elles seront toujours utilisées. D'ailleurs, vous avez des magnifiques passacailles de Webern pour orchestre, vous avez des magnifiques passacailles dans la musique de Dutilleux, par exemple, vous avez des magnifiques passacailles, évidemment, dans la musique classique, les passacailles de Bach ou de Purcell. Donc c'est une forme qui est tout simplement le fait d'avoir une carrure à la base et des variations, et que ça stimule la créativité lors des variations. Et par exemple, je peux très bien dire, je vais me servir par exemple des 5 premières notes et les aménager comme un thème de passacaille, et faire des variations au-dessus. Voilà, etc. Donc je peux continuer comme ça. Et vous voyez, ça n'empêche pas d'ailleurs une diversité. Il ne s'agit pas de pasticher une passacaille du XVIIIe siècle, il s'agit de voir ce que ça peut avoir de créatif, comment ça peut stimuler l'imagination. Donc on peut effectivement
travailler sur des formes anciennes. Mais le mieux, d'une certaine manière, c'est de travailler, de créer une sorte de forme que vous, sur le moment, une architecture sonore, comme je disais tout à l'heure, à partir des éléments qu'on a, et on va, d'une certaine manière, raconter une histoire. Moi, je pense qu'on peut encore, et qu'on doit même, d'une certaine manière, raconter quelque chose dans une période. Qu'on le rencontre avec des clusters, que l'on rencontre avec des nappes, on verra tout à l'heure, avec des accords, je pense qu'on doit raconter une histoire. Et donc, pour raconter une histoire, il faut créer des personnages thématiques. Alors, c'est vrai que le mot thème était vraiment un mot qui était galvaudé. Moi, si je disais thème dans mes cours de composition, je ne vous dis pas comment j'étais reçu. Bon, ben maintenant, ça ne me dérange plus, je ne suis plus élève de composition. Donc, je dis thème, thème, motif, thématique, si vous voulez. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de créer, et je dis souvent d'ailleurs plutôt que thème, personnage thématique. Peut-être sur un côté romanesque. Et ça me fait penser d'ailleurs à... C'est Claude Lévi-Strauss qui parle de ça magnifiquement, bien mieux que moi, et qui dit il était évidemment avec des tribus, et quelqu'un était venu pour raconter justement des mythes. Il avait un personnage, et ce personnage, en fait, c'était fou. Il le regardait arriver. Il racontait une histoire avec 10 personnages différents. Il arrivait à faire en sorte qu'avec sa voix, avec les éléments qu'il allait donner, les éléments, les hauteurs, les rythmes, il racontait en chantant, en parlant, en disant, en criant, il arrivait à mettre en scène, c'était un orchestre à lui tout seul, avec sa voix, il arrivait à créer des personnages. Et bien d'une certaine manière, c'est ça. Il va falloir créer des personnages musicaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent Claude Lévi-Strauss disait que la pensée mythique est la plus proche de la pensée musicale. Et quand on lui demandait en général, oui, mais c'est une pensée romantique. Non, c'est pas de l'écrit. Arrêtez de me parler d'écrit. Je crois qu'il s'énervait souvent. Non, c'est musical parce que justement, on est dans l'oralité, évidemment. Il disait souvent, voilà, ça veut rien dire. Souvent, ça n'est qu'une tête, un mythe. Mais par contre, c'est une sorte de succession de symboles, de superposition de symboles qui ressemble un peu à une pièce d'orchestre, d'une certaine manière. Et puis l'oralité, l'improvisation, justement, l'exemple de cet Indien, je crois, qui a improvisé comme ça des divers personnages, et bien c'est ce que je vais rechercher d'une certaine manière. Donc on peut créer comme j'ai montré tout à l'heure, un personnage mélodique en disant, voilà, je vais... qu'on va pouvoir peut-être identifier, mais je peux aussi créer un personnage qui va être juste prendre les 3 notes de la fin, et puis créer un thème d'accord. On le reconnaîtra parce que c'est un thème d'accord. Je peux créer aussi, je peux développer, effectivement, ce thème d'accord progressivement. Je vais le faire évoluer. Donc ça, c'est aussi faire péter des choses du discours. Claude Lévi-Strauss parlait, quand on improvisait, de chaînes narratives. Effectivement, on a besoin, quand on improvise ou quand on compose, de chaînes narratives, de contrastes. Et ça, je pense que c'est important. Et vous avez des transitions aussi, par exemple. Il va falloir tout à l'heure, j'essaierai de vous faire donc une restitution de tout ça. Et bien, quelquefois, je serai amené, par exemple, de créer un thème, par exemple, rythmique. Et bien, peut-être qu'il va falloir que je fasse une transition. Quelque chose qui va faire que je vais métamorphoser cet élément-là pour qu'il donne autre chose. Et ça, la métamorphose d'éléments, c'est quelque chose qui est un acte, que vous pouvez d'ailleurs reconnaître. Voilà, ce n'est pas juste un acte intellectuel, vous pouvez reconnaître ce qui va se passer, le changement qu'il va y avoir dans un motif. On peut juste écouter, j'avais fait une musique il y a longtemps maintenant, une vingtaine d'années, sur un tableau de Rubens qui s'appelait Vertige de la Croix. Et on m'avait demandé donc de mettre en scène un tableau. Et j'avais voulu décrire ce tableau avec des éléments passionnés de personnages qui étaient donc le Vendredi Saint et qui semblaient être affolés, qui quittaient le tableau, que j'ai symbolisé par des mouvements graves qui se mettent en place progressivement. Et puis j'avais une sorte de déclamation sur un choral, vous connaissez certainement Christopher Note, que j'ai organisé au corps comme ça. Et donc c'est un personnage central qui est une sorte de déclamation.
Et puis au milieu, en deux hauts, comme dans un tableau, donc ça se superpose en trois sections, j'avais utilisé des souvenirs d'un vieux cantique. Et en fait, tout ça se superpose. Dans un tableau, c'est superposé. Je rends effectivement ce qui est... C'est un très grand tableau, c'est la descente de croix de Rubens qui est au musée de Lille. C'est un tableau qui est énorme, mais moi, il me fallait le rendre au niveau du temps. Donc, je superposais ces personnages, et vous allez voir donc juste ce court extrait, pour jouer par exemple l'orchestre de Lille, comment ces personnages, je pense que vous allez les reconnaître, comment ils s'étagent. Thème qui plane au-dessus. Ce choral morbide qui se met en place, mais qui se transforme dans quelque chose de romantique. Donc là, vous voyez comment se crée en fait une sorte de dramaturgie avec ces trois personnages, la façon dont ils évoluent, ce thème de corps qui devient, se transforme, le thème au milieu, enfin le personnage, celui-là dans l'aigu. On a vraiment une sorte de tableau mouvant. Et je vais tout de suite vous faire écouter un deuxième extrait pour savoir que là, évidemment, je suis dans un langage qui est post-symphonique, qui est ce que j'ai décrit tout à l'heure, qui prend un axe lointain sur la tonalité, mais qui la développe différemment, ou la modalité. Mais on peut aussi faire ça, si les éléments sont forts, dans des choses qui ne sont pas effectivement tonales. Il y a une de mes œuvres certainement préférées, dont des extraits ont été pris dans l'excellent film, le chef-d'œuvre de Stanley Kubrick, Shining, et c'est le Requiem de Ligeti. Et si l'on prend par exemple Kyrie, là ce n'est pas une sorte de personnage, c'est d'une certaine manière une évolution, c'est une dramaturgie de masse sonore. Et vous allez voir comment cette sorte de cluster se défait, vous allez le voir s'épaissir, l'orchestre rentrer quelquefois et donner comme une espèce de stylet enfoncé dans ce chœur. Et je vous laisse écouter 1 ou 2 minutes de cette musique qui est vraiment, je crois qu'elle aussi a une dramaturgie, mais qui est différente de celle que j'ai pu moi-même développer. C'est difficile de couper dans cette évolution permanente, mais malheureusement, voilà, l'œuvre est assez longue.
Et alors vous pourrez me dire, mais et si on ne procédait pas par évolution, comme on vient de voir, longue évolution, si on ne procédait pas par une sorte de dramaturgie qui venait, si on mixait plutôt, moi j'ai envie que ça n'évolue pas et que le temps s'arrête. C'est tout à fait possible, c'est ce qui a été, je pourrais le faire aussi avec ces éléments thématiques que je vous proposais là. Dans les années, si je vous joue déjà l'extrait, certaines personnes le connaîtront, il est un peu symbolique, je pense. Là, vous avez un extrait de opening de Glass, de Phil Glass. Et donc là, c'est dans les années 60 que vient ce courant, qui vient surtout des États-Unis, qui est un courant minimaliste et qui dit, voilà, on a vu tout à l'heure comment continuer avec une sorte d'écriture post-tonale, on a vu comment éventuellement passer en France, on était plutôt, ou en Europe, on était plutôt dans une déconstruction, et donc créer un langage, divers types de langages. Et là, ce groupe de compositeurs arrive et propose une musique qui, à la fois, d'une certaine manière, fait le pont entre la musique savante, la musique populaire et certaines musiques traditionnelles. D'ailleurs, c'est une musique qui est assez prégnante dans le monde maintenant et qui permet justement de suspendre, d'une certaine manière, en tout cas dans sa première génération de compositeurs, suspendre le temps, utiliser un matériau très réduit, le plus réduit possible. Alors, ce n'est pas pauvre, mais c'est juste que c'est un matériau, c'est quelques accords très identifiables, avec quelques notes d'ailleurs qui ne sont pas juste, c'est un accord parfait, mais c'est un accord parfait. Mais le minimum de ce qu'on peut faire pour créer quelque chose de subtil et qui va nous emporter dans un univers. Donc évidemment, la pulsation est revenue. Et ça, le problème de la pulsation, j'ai discuté avec des compositeurs d'une génération très grande comme Magnus Stillenberg. On discutait de ça il y a 15 ans, ou peut-être 20 ans. Et en discutant avec lui, on avait une création commune, et on se disait, bon, moi je n'ai pas quitté les rives de la pulsation, mais lui, ils avaient quitté un moment pour d'autres aventures. Et il me dit, il avait déjà remis la modalité, des pôles assez importants dans sa musique, dans ces années-là. Il me dit, la seule chose que j'ai eu le plus de mal à remettre dans ma musique, j'ai eu plus hésité, c'était le rythme. Parce qu'en fait, on parle beaucoup d'harmonie, mais la prégnance du rythme, la façon dont le corps est ancré dans le sol, je pense que c'est la première chose qui fait le naturel de l'expression humaine, c'est d'abord le rythme. Et justement, il me disait que c'était quelque chose qui l'a maintenant complètement remis, mais qui s'était posé des questions, et je pense qu'on s'est tous posé le problème. Le rythme était souvent dissous dans beaucoup de musique savante, et que non, on a vraiment besoin de ça. Pas d'un rythme bête et méchant, il ne s'agit pas de taper forcément dans les mains, mais par contre, il faut créer vraiment une rythmique, là aussi, qui puisse exprimer des sentiments. Et là, je voulais juste... Ce qui fait que dans ces nouveaux minimalistes, ces compositeurs minimalistes, on voit maintenant que beaucoup de personnalités émergent. J'ai mes propres élèves ou des propres amis qui viennent d'horizons différents, qui viennent quelquefois de la pop, quelquefois d'autres traditions musicales, et qui voient qu'une porte s'ouvre pour l'expression de la musique d'aujourd'hui. Et donc je pense que ça permet d'envisager une musique qui va être assez ouverte à différents acteurs, et pas seulement ceux qu'on a eu l'habitude de voir. Et j'étais il y a 2-3 ans à un concert à la Philharmonie de Paris, justement, où il y avait un concerto de violon d'un compositeur que je ne connaissais pas, mais qui a plutôt cet itinéraire de venir par des chemins détournés, qui a fait de la musique de film, qui est guitariste, qui a sûrement, je pense, pas mal de pop. Et Elsa Pekka Solel dirigeait son concerto de violon, c'est Brice Dessner, et c'est une sorte de musique répétitive, mais nouvelle génération, d'une certaine manière.
Donc on voit effectivement s'ouvre une époque où des passerelles entre divers types d'expressions musicales déjà, que ce soit des gens qui viennent du jazz, de la pop, de la musique, qui viennent du ballet, qui viennent de différentes musiques, vont pouvoir effectivement s'unir et créer des mouvements. Et j'allais dire, ça fait penser aussi que nos musiques, j'ai parlé de différences idéologiques, esthétiques, mais quand on regardera, je pense, notre époque, cette époque de la fin du XXe siècle et même de maintenant, on regardera ça, en fait, en regardant qu'il y a beaucoup plus de passerelles, en fait. Il existait beaucoup plus de points communs. Et qu'il y aura, effectivement, il n'y a peut-être pas de langage commun, comme il y avait à l'époque de Mozart, Beethoven, mais tous ces accords qu'utilisaient beaucoup de compositeurs, qui soient de la mouvance, disant de la mouvance spectrale, de la mouvance plutôt tonale, de la mouvance de jazz, qui viennent, utilisent souvent, d'ailleurs, les mêmes ingrédients. Mais c'est assez curieux, quand on regarde une époque, quand on est dedans, on se singularise beaucoup. Et quand on regarde, évidemment, un certain nombre d'années après, on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup plus de passerelles et qu'effectivement, quelquefois, ce pauvre thème que je vous montrais tout à l'heure... Et je pense qu'on se rend compte de plutôt ce qui a pu unir en dehors des désaccords idéologiques qui sont nets. Et moi, je me suis aussi engagé, d'ailleurs, souvent, pour être contre, notamment les mouvements sériels et autres, je ne le cache pas. Mais ce qui est passionnant, c'est que quand on regarde avec un peu de recul, on voit aussi ce qui unit et qu'on n'est pas aussi différent que ça. Et je pense que cette génération de compositeurs qui arrive le comprend. On a réintégré des gens comme Bernstein, Piazzolla, dans les vrais créateurs, alors que à mon époque, il était absolument impossible de parler de ces deux-là, par exemple, comme des créateurs. C'était des compositeurs occasionnels, pas possible. Donc voilà, je pense que là, les choses ont vraiment évolué. Et avant de conclure, je vais vous montrer aussi, j'ai parlé beaucoup de thèmes, mais évidemment, un compositeur il va être inspiré, je l'ai dit tout à l'heure, il peut être inspiré par de la peinture, par de la vidéo, par énormément de choses. Et là, regardez comment, par exemple, ce tableau de Turner qui est absolument fantastique, Tempête de neige, dans un bateau qui rentre de port, même avec les éléments que je vais développer tout à l'heure, mon fameux thème, eh bien, tout simplement, je peux aussi dire, je vais essayer de transcrire en musique, alors ça sera subjectif, mais ces errances de la forme, ces mouvements de cette tempête, ce mouvement ce brouillard qui devient tempétueux, et puis ces pointes de couleur qui arrivent, on sait que Turner était vraiment le peintre de la couleur, c'est ce bateau qui semble immergé, et ça peut donner des idées. Moi, mon boulot de compositeur, notre boulot de compositeur, ça va être d'essayer de rendre à la fois ce mouvement du brouillard, ces formes qui viennent de partout, c'est-à-dire et qui irisent cette structure qui semble émerger. Et donc, vous pouvez un peu vous inspirer, par exemple, je vais dans ce cas travailler le piano comme une sorte de forme, par exemple, ça pourrait donner... changements de couleur. Ce point central qui pourrait être ce point noir qui intervient. Vous voyez, donc là, évidemment, il y a une part subjective, mais en même temps, ça doit permettre de faire éclore une forme musicale. Alors, pour conclure, je vais juste, pendant 2-3 minutes, faire une sorte... Je vais reprendre ce thème, ce fameux thème, et essayer de faire une version qui regroupe un peu des tas de choses que j'ai pu dire, créer mélodiquement un thème, développer une mélodie,
créer un personnage éventuellement, faire une transition et créer un élément rythmique, pourquoi pas les superposer à eux-mêmes, créer une sorte de dramaturgie, pourquoi pas faire appel à ce que je viens de voir, un univers pictural et autres. Et je ferai juste une courte conclusion après là-dessus. Donc je vais juste me livrer à une... Alors là, ça sera évidemment une improvisation, mais ça pourrait être aussi une pièce complètement écrite si je l'écris ensuite et si je poursuis encore le travail de création.
Voilà. Voilà, j'essaie de vous montrer ce que pouvait être un voyage dans une forme, un voyage avec tous ses moyens, formels, mélodiques et autres. J'essaie de vous montrer aussi la diversité que peut amener la musique d'aujourd'hui, et notamment la jeune musique d'aujourd'hui. Des formes hybrides vont naître, et je pense que dans les prochains rendez-vous de la Philharmonie, dans le mois qui vient, vous aurez certainement je sais qu'on va parler d'opéra, et l'opéra c'est important. L'opéra, ça veut dire qu'il y a des formes hybrides, c'est peut-être plus l'opéra de Verdi, c'est peut-être pas l'opéra, ça peut être des formes entre le théâtre et l'opéra avec le ballet. Et on n'est pas novateur là-dedans, on n'est pas toujours super. Aujourd'hui, on peut faire ça. Il suffit de revenir quelquefois au XVIIIe siècle, on verra des formes hybrides d'opéra, de ballet et autres. Donc, d'une certaine manière, la musique, quelquefois, en revenant au passé, qu'on peut voir aussi, qu'on peut essayer de trouver des solutions pour l'avenir. En tout cas, il y aura une hybridation des formes, une hybridation des musiques qui se fait. Là aussi, elle s'est faite aussi avant, puisque Bach voyageait, la musique de Bach était transcrite par d'autres, Bach transcrivait la musique française, il y a du côté espagnol, anglais chez Bach, et on voit toutes les... Voilà, et les musiques populaires du grégorien, vous sortiez de l'église, vous alliez sur la place du village, et vous avez le chant grégorien de l'église se transforme en une mélodie, aux paroles quelquefois un peu... voilà, je ne le dirai pas ici, on est au Collège de France. Donc voilà, vous aviez vraiment des passerelles entre les musiques populaires et les musiques savantes. Et donc ce n'est pas seulement quelque chose d'aujourd'hui, mais je pense que c'est quelque chose qui va de toute façon va revenir, la réalité musicale va revenir à cela. Le seul écueil qu'il faudra éviter, je pense, et je conclurai là-dessus, c'est que l'art savant, si on veut qu'il reste, demande une élaboration. Il ne s'agit pas de la complexité. La complexité, j'ai essayé de vous montrer là que la complexité, elle est faite pour qu'elle vous serve, vous, qu'on aille, qu'on vous parle. Mais l'élaboration, c'est-à-dire qu'effectivement, il y aura des voix en même temps, des contrepoints, il y aura tous ces éléments, il y aura une pensée, il y aura effectivement une pensée, créer quelque chose, une forme. Et ça, je pense qu'il ne faut pas céder là-dessus d'une certaine manière, parce que si on cède là-dessus, si la musique devient une sorte de simplisme uniquement revendiqué parce que c'est simple, parce que c'est au goût du jour, attention, la musique dans ce cas peut se retrouver mangée dans des musiques commerciales et elle pourrait disparaître. Donc je pense que cette élaboration, si elle est vraiment accessible, et je pense qu'elle peut vraiment intéresser un public, j'espère en tout cas, et ce sera le but de la Philharmonie cette année, un public le plus large possible. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci à vous Thierry Esquèche, vraiment pour cette heure passée dans votre atelier. Oui, et rendez-vous donc, si le cœur vous en dit, le 13 janvier, en compagnie d'un autre compositeur, effectivement Pascal Dussapin, de la metteuse en scène scénographe Nétial Jones et de Carlo Ossola, professeur évidemment du Collège de France, et il sera question en effet de scène et sources de la musique et notamment de comment on mobilise certaines sources liées aux mythes dans le travail d'opéra, notamment de Pascal Dussapin. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous.